Bonjour à tous, merci d'être là parmi nous cet après-midi. J'ai 15 minutes pour parler de deep learning distribué, de boosting multi-GPU et compagnie. Donc on va démarrer pied au plancher, c'est parti. Moi je suis Johan Benoît, je suis data scientist à Xebia et donc comme l'a dit Olivier, passionné par le deep learning. Et au-delà de le faire sur mon laptop, j'ai essayé de m'amuser à le faire à plus grande échelle, à le distribuer, à entraîner des réseaux de neurones plus profonds et plus complexes. Donc c'est parti, commençons. Le deep learning, ça a l'air génial, hein, le monde est à nous, on peut faire énormément de choses, il y a énormément de portes qui sont ouvertes grâce à ça. Je peux faire de la reconnaissance d'images, je peux faire de la traduction automatique de texte, je peux entraîner des réseaux de neurones hyper profonds comme celui-ci qui est Inception, où il y a plusieurs millions de paramètres à entraîner. Donc c'est génial, ça m'ouvre énormément de portes. Sauf qu'en général, quand on se met au deep learning, quand on se met au réseau de neurones, on commence gentiment. On va commencer sur notre laptop, on va entraîner des réseaux de neurones peu profonds, classiques. Ça veut dire qu'ils vont concurrencer un modèle de machine learning classique, ce qu'on utilise au quotidien dans nos projets. Autre chose qu'on peut faire avec notre laptop, c'est faire ce qu'on appelle du transfer learning. Ça veut dire que je vais utiliser un réseau de neurones profond déjà entraîné sur notre tâche pour que je puisse le spécialiser sur mon cas de figure à moi, mes propres images, mon propre problème de classification. Donc là, j'ai juste besoin de rentraîner les dernières couches de mon réseau de neurones, pas forcément besoin d'avoir une infrastructure énorme pour entraîner mes modèles. Le problème, c'est que très rapidement, dès que je veux commencer à entraîner des réseaux de neurones plus profonds, hein, d'avoir des modèles plus complexes, le temps d'entraînement, il va être extrêmement long. On parle ici de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'était le cas il y a plusieurs années quand on n'avait pas toutes les infrastructures qui allaient bien. Entraîner un réseau de neurones profond prenait plusieurs semaines. Donc autant vous dire que quand je veux faire du tuning de paramètres, c'est-à-dire je veux savoir combien j'ai de couches de réseau de neurones à mettre en place, combien de neurones par couche, quels sont les types de couches que je vais mettre en place, la combinatoire est exponentielle et si je dois prendre 6 semaines à chaque fois pour avoir une version de mon modèle, ça va me prendre du temps avant de reconnaître mes images. Et il y a des fois des cas de figure où mon réseau de neurones il est tellement grand, tellement complexe, il y a tellement de poids de paramètres qu'il contienne qu'il est trop grand pour que ça tienne en mémoire sur mon super laptop, aussi fort soit-il. Donc pour pallier à ça, en général, la première chose qu'on fait, c'est de passer du CPU au GPU. Passer au GPU, pardon, Passer du GPU, ça permet vraiment d'accélérer le temps d'entraînement de vos modèles. On peut faire des gains de x4, x10 dans vos temps d'entraînement. C'est vraiment la chose à faire, ne pas rester sur le CPU de vos ordinateurs. Mais encore une fois, on atteint à un moment des limites et un projet data science, un projet de deep learning doit être itératif. Vous devez être capable de tester énormément de combinaisons possibles de réseaux de neurones. Et même si j'ai un gain de temps, des fois ça ne va pas tenir en mémoire et des fois ce sera toujours trop long pour avoir des vraies expériences. Du coup, la solution, c'est de passer au distribué. On va distribuer l'entraînement, nos réseaux de neurones. Et ce que je vous propose ici dans cette présentation très rapide, c'est de vous expliquer comment est-ce que va fonctionner un mode distribué d'entraînement de réseaux de neurones. On ne va pas rentrer dans trop de détails de code, mais plutôt à la compréhension de comment est-ce que ça va fonctionner, un petit peu à l'époque où on passait sur un cluster Hadoop, comment est-ce qu'on paralyse des traitements puissants. Donc, comment est-ce que je distribue un réseau de neurones, un entraînement réseau de neurones? Il y a deux grandes manières de faire. Si on part d'un réseau de neurones, très schématiquement, c'est composé de quoi? C'est composé de plusieurs opérations qui vont s'enchaîner les unes après les autres, des fois en parallèle, pour passer d'un certain nombre de données en entrée, les pixels de votre image par exemple, jusqu'à une couche de sortie qui va être la classe prédite de votre image. Et un intermédiaire, des couches intermédiaires qui vont vous faire des calculs successifs. Chacune de ces opérations, ça va constituer votre réseau de neurones. Et pour paralléliser ces opérations, cet enchaînement d'opérations, vous avez deux manières qu'on va appeler le data parallélisme ou le modèle parallélisme. Très schématiquement, d'un côté, vous allez juste copier votre réseau de neurones et le dupliquer sur toutes vos machines, et d'un autre côté, vous allez mettre chacune des opérations de votre réseau de neurones sur des machines différentes. Ça, c'est très schématiquement. Donc je vais commencer. Parallélisme des données. Comment ça fonctionne? Votre réseau de neurones, qui est ici présent, tout simplement, vous avez un cluster de 4 machines, vous avez une machine de 4 GPU par exemple. Là, vous allez simplement dupliquer votre réseau de neurones sur chacune de ces machines, de manière bête et méchante. C'est le même réseau de neurones qui est dupliqué autant de fois qu'il y a de machines. Comment ça marche après? Vous avez traditionnellement un batch d'images, par exemple, qui vont arriver dans votre réseau de neurones. À chaque itération, un nouveau batch d'images. Comment est-ce que je vais entraîner mon réseau de neurones? Très simplement en splittant mon batch. Ici, j'ai 4 machines, je vais splitter en 4
sous-batchs différents, et chacun de ces batchs va être utilisé par un réseau de neurones. La partie d'inférence, donc de traverser le modèle, se fait indépendamment d'une machine à une autre. Il n'y a pas de communication d'un réseau de neurones à un autre, d'une machine à une autre. Et donc dès qu'on va vouloir récupérer l'information, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir synchroniser les poids de réseaux de neurones pour éviter juste d'entraîner 4 modèles en parallèle sans qu'ils puissent se parler. Donc les propriétés du parallélisme des données pour l'entraînement des modèles, c'est quoi? C'est de copier le modèle sur chacune des machines et qu'il n'y ait qu'une partie du batch de votre image qui soit utilisée pour l'entraînement d'une partie du modèle. Donc il n'y a pas de communication d'une machine à une autre en phase d'inférence. Et par contre, il va bien falloir à un moment synchroniser les poids. Les calculs de gradient peuvent se faire indépendamment les uns des autres, mais il y a bien un moment où je dois avoir une version finale de mon modèle où je dois synchroniser les poids pour converger plus rapidement. Donc pour synchroniser les poids de mon réseau de neurones quand je suis en mode distribué comme ça, il y a plusieurs compromis à trouver. Typiquement, est-ce que je vais synchroniser tous les poids ou juste les gradients? Est-ce que je vais faire ça de manière synchrone ou asynchrone? Est-ce que je dois attendre que chacune des machines ait terminé une phase d'inférence pour mettre à jour mon modèle ou pouvoir faire ça à plusieurs vitesses? Est-ce que ça se fait de manière centralisée ou décentralisée? Est-ce que j'ai besoin d'une machine centrale qui va contenir mon réseau de neurones? Donc, je vais vous donner un petit exemple de synchronisation des poids. On va utiliser ce qu'on appelle un serveur de paramètres. Typiquement, un driver dans votre cluster Hadoop ou une machine qui va juste contenir les poids du réseau de neurones. À une itération donnée, c'est votre serveur de paramètres qui contient la version du modèle la plus à jour. Ensuite, vous allez dupliquer, envoyer les poids de votre réseau de neurones sur chacune des machines qui va juste contenir le graphe d'exécution de votre réseau de neurones. À ce moment-là, votre serveur de paramètres, il n'est plus à jour. Maintenant, c'est sur chacune de vos machines que vous allez faire les calculs, la phase d'inférence et le calcul de vos gradients. Et il va bien falloir synchroniser tout ça pour remettre à jour votre serveur principal. Et donc, une manière de faire, c'est juste en moyennant les poids. Si on renvoie tous les poids de chacun des réseaux de neurones, je calcule la moyenne de tout ça, et là, je remets à jour mon serveur de paramètres qui contient tous les paramètres à jour. Et on recommence, on recommence, on recommence. Une autre manière de faire, c'est en ne synchronisant uniquement que les gradients. Et donc, vous pouvez faire de la descente de gradients stochastiques, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Donc là, pareil, hein, vous avez fait vos phases d'inférence de manière indépendante, calculez vos gradients, et vous ne communiquez que les gradients à votre serveur de paramètres. Donc ici, on est sur quelque chose de synchrone, de centralisé. Mais du coup, vous avez une manière accélérée de faire vos phases d'inférence et d'appliquer et de mettre à jour vos paramètres. Ok, c'est cool, ça marche. Maintenant, quand est-ce que je dois l'utiliser, cette manière de faire? En fait, c'est très lourd de synchroniser tous les paramètres d'un réseau de neurones au sein d'un serveur central. Un réseau de neurones très profond, c'est plusieurs centaines de millions de paramètres. Donc autant vous dire que ça prend du temps à synchroniser tous les poids d'un seul coup. Donc en général, on utilise ça pour des réseaux de neurones qui peuvent être complexes, mais qui ont peu de paramètres. Par contre, pour lesquels les calculs des gradients sur chacune des couches est, lui, complexe. Un exemple, c'est les couches convolutionnelles d'un réseau de neurones ou bien un réseau de neurones récurrent. Ce type de réseau de neurones, vous allez avoir des propriétés où vous allez utiliser peu de paramètres, mais les déplacer par exemple sur votre image. Ça, c'est pour les couches convolutionnelles. Donc vous avez peu de paramètres à calculer. Par contre, le calcul du gradient associé à une couche convolutionnelle est très compliqué par rapport à une couche dense traditionnelle. Donc là, du coup, je vais bien bénéficier du data parallélisme, puisque je n'ai pas tant de paramètres que ça à synchroniser d'un seul coup. Bon, quand ce n'est pas le cas, je vais utiliser plutôt le modèle parallélisme. Là, pour le coup, je prends mon réseau de neurones, chacune de ces opérations, et je les dispatche sur des machines différentes. Là, ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, hein, forcément. Pourquoi est-ce que je vais m'amuser à complètement éclater mon réseau de neurones? Ça peut paraître hyper compliqué à communiquer entre les différentes couches pour une seule phase d'inférence. Et c'est le cas. Typiquement, on va devoir répartir les opérations et les poids sur chacune des machines, et sauf que cette fois, tout le batch d'images à une itération va être utilisé d'un seul coup. Et à ce niveau-là, j'ai besoin d'avoir une communication constante entre les différents threads, entre les différentes machines, puisque d'une opération à une autre, je ne suis pas sur la même machine, donc il faut que je communique le résultat pour pouvoir continuer mon calcul. Et la synchronisation des poids doit se faire après chaque produit matriciel. Là, ça paraît énorme. Mais quand on y réfléchit, si je dois synchroniser qu'une sous-partie de mon réseau de neurones par rapport à des centaines de millions de paramètres d'un seul coup, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Donc il y a vraiment un compromis entre les deux. Et évidemment,
on va l'utiliser quand je vais avoir un réseau de neurones qui a énormément de paramètres et qui ne tient pas en mémoire. Donc typiquement, un réseau de neurones très profond, type auto-encodeur, où là j'ai vraiment des couches denses qui sont accumulées et j'ai vraiment plusieurs centaines de millions de paramètres à entraîner. Et si je veux tirer le bout un peu plus loin, bah, je peux faire les deux. Hein, si je suis vraiment quelqu'un qui a mis des sous sur la table et qui a à sa disposition un cluster de machines multi-GPU, par exemple, bah, vous allez commencer par du modèle parallélisme sur une machine multi-GPU et faire du data parallélisme sur chacune de vos machines multi-GPU. Donc là, c'est quand on commence à avoir des trucs un peu bourrins. On n'en est pas encore arrivé là. Donc comment est-ce que j'implémente tout ça? C'est bien gentil la théorie. Vous allez utiliser typiquement ce type de machine. On a la chance avec Xebia d'avoir une DGX Station qui est une machine multi-GPU. C'est une machine qui contient 4 GPU et qu'on peut utiliser de manière distribuée dans nos entraînements de réseaux de neurones. Chacun des frameworks de deep learning possède une manière pour vous aider à implémenter vos réseaux de neurones de manière distribuée, en tout cas de faire de l'entraînement distribué sans que ça touche grand-chose par rapport au code que vous implémentez si vous l'implémentez sur votre machine. Donc typiquement, si vous utilisez Keras, vous avez une implémentation qui s'appelle multi-GPU modèle qui vous permet de faire du data parallélisme by the book quand on a une machine multi-GPU. Donc on va tout simplement dupliquer votre modèle sur chacune des machines. Si on veut être agnostique du framework qu'on utilise, il y a un autre outil qui s'appelle Horovod, qui a été développé par Uber et qui devient un petit peu de facto le standard dès qu'on veut unifier le monde des différents frameworks. Là, l'idée d'Horovod, c'est quoi? C'est j'ai un nombre minimal de codes à changer, à ajouter pour pouvoir passer en mode distribué pour l'entraînement de mon réseau de neurones. Donc j'ai mon code en TensorFlow, en Keras, en PyTorch, peu importe. Et là, au niveau de l'implémentation de mon optimiseur pour ma descente de gradient notamment, bah, j'ai juste besoin de rajouter l'information au Rovod. Tu dois me distribuer ça de manière modèle parallélisme, data parallélisme, peu importe. Bon, il y en a qui n'ont pas forcément ce type de machine et qui bossent au quotidien sur des clusters Hadoop notamment. Et un cluster Hadoop, en général, ils ne sont pas forcément réputés pour être des machines super puissantes. Hein. On va plutôt avoir un cluster de machines moyennement puissantes pour distribuer nos calculs. Si je dois entraîner un réseau de neurones sur une machine comme ça va être très compliqué. Mais on peut bénéficier du mode distribué d'entraînement des réseaux de neurones pour utiliser ça sur un cluster Hadoop. Typiquement, Keras a deux librairies qui sont spécifiques pour travailler sur des environnements Hadoop avec du Spark qui s'appelle Elephas ou Distributed Keras. Pour TensorFlow, vous avez une implémentation qui s'appelle TensorFlow on Spark qui a été développée par Yahoo et qui est exactement une surcouche à TensorFlow pour utiliser ça sur un cluster Hadoop avec du Spark. Pour ceux qui veulent rester dans le monde Spark à proprement parler, ils sont en train d'implémenter Databricks, une librairie qui s'appelle Deep Learning Pipelines. Aujourd'hui, ça vous permet uniquement de faire l'inférence de vos modèles ou alors l'entraînement plus spécialisé type transfer learning, mais pas encore un entraînement distribué de n'importe quel de vos modèles, mais ça va venir. Ou alors, si vous êtes amoureux du Java et de la JVM, vous pouvez rester dans ce monde-là et utiliser Deep Learning 4J comme vous l'a montré le projet WeBoost. Il y a aussi forcément le monde cloud. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel provider de cloud pour avoir des images spécifiques qui vont contenir vos frameworks et être optimisés pour le calcul distribué. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails à ce niveau-là. La dernière question à se poser, c'est quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Ça paraît sympa, hein, je vais pouvoir tout distribuer, utiliser la pleine puissance de chacune des machines. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? Bon, ça vaut le coup quand j'ai des réseaux de neurones très profonds, très complexes, mais qui ont des contraintes de poids partagées. Typiquement, les réseaux de neurones convolutionnels, les réseaux de neurones récurrents. Là, la complexité des gradients à calculer est forte, mais il y a peu de paramètres à synchroniser. Donc là, je vais utiliser data parallélisme. Si mon modèle ne tient pas en mémoire, là, modèle parallélisme, j'ai juste pas trop le choix en fait. Quand j'ai une grande volumétrie de données, même si mon réseau de neurones il peut tenir en mémoire ou ça peut le faire, si j'ai énormément de données, autant profiter du mode distribué pour accélérer l'entraînement. Et aussi, typiquement, quand je dois faire du tuning intensif de paramètres, soit j'utilise un mode distribué pour accélérer l'entraînement d'un modèle et donc entraîner les uns après les autres plus de modèles, ou alors utiliser un mode distribué complètement pour entraîner votre modèle comme sur un cluster Hadoop. Et donc finalement, qu'est-ce que je dois choisir? Vous allez juste déjà vous poser la question entre votre taille de données et la taille de votre réseau de neurones. Si vous n'avez pas beaucoup de données et un réseau de neurones peu profond, on ne va pas se voiler la face, votre machine elle est très bonne pour ça. Typiquement, si vous avez beaucoup de données et un réseau de neurones peu profond, une machine multi-GPU va faire l'affaire. Pareil pour
un réseau de neurones très profond, très complexe, mais avec peu de données. Et si vraiment vous avez des volumétries immenses et un réseau de neurones énorme à entraîner, là, vous pouvez passer en mode full distribué. Mais encore une fois, soyez raisonnable. En général, on commence sur un projet avec des réseaux de neurones peu profonds, avec des techniques type transfer learning pour commencer à itérer rapidement. Et là, ensuite, on peut commencer à aller plus loin dans l'entraînement de ces modèles. Voilà, c'était mes quelques remarques, quelques observations sur le machine learning et le deep learning distribué. Si vous avez des questions, je suis ouvert à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci Johan. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Quand tu dis multi-GPU distribué, tu parles d'une seule grosse machine avec plusieurs GPU ou j'ai pas bien compris Ouais, quand je parle de multi-GPU, je reviens sur celle d'avant. Ouais, ça se voit mal, c'est deux manières différentes. Multi-GPU, c'est typiquement une machine avec plusieurs GPU. Typiquement la DGX que j'ai montré tout à l'heure. Et le mode distribué, c'est soit sur un cluster Hadoop ou soit sur un environnement distribué de plusieurs machines cloud. Là, c'est complètement distribué. Et typiquement, sur des machines multi-GPU, la communication entre les GPU se fait de manière ultra rapide. Donc c'est pour ça que ça peut être très utile dans ces cas de figure-là. Dans d'autres cas de figure, il faudra vraiment faire attention au temps de communication et au temps de synchronisation de ces poids, parce que ça peut être vraiment un bottleneck. Souvent, une phase d'inférence peut prendre moins de temps que la synchronisation des poids. Et donc du coup, ça devient un vrai bottleneck. Du coup, j'imagine qu'on peut jouer sur la taille du batch. Complètement. Quand vous bossez sur typiquement du data parallélisme, le gros avantage que ça va avoir, vu qu'on va splitter ici en 4 notre batch, et ben je peux augmenter par 4 la taille de mon batch et du coup entraîner indépendamment chacun des réseaux de neurones comme on le ferait classiquement avec une taille de batch classique. Donc si je suis habitué à faire un batch de 32, je vais faire 32 x 4 dans le batch initial. Et je vais séparer ça, comme ça chacun de mes réseaux de neurones va bosser sur 32 images. C'est ça qui va accélérer finalement quand on a beaucoup de volumétrie. D'autres questions? Non, je crois que tout a été dit. Hein. Tu as tellement bien fait les choses. On peut Merci l'applaudir. beaucoup.